Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire de rentrée, le premier d'une série de 4, qui aujourd'hui est intitulé Télétravail, travail hybride distanciel présentiel, comment améliorer les pratiques de télétravail. Donc, comme à l'accoutumée, quelques éléments pour nous présenter. Donc, Karine Babul, chargée de mission au département expérimentation, développement des outils et méthodes. Et Édouard Robin, bonjour à toutes et à tous, chargé de mission au département élaboration des solutions de transfert à l'ANACT. Très bien. Donc, l'ANACT, simplement pour vous le rappeler, notre mission, c'est bien de promouvoir l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation et les relations professionnelles pour concevoir et diffuser des méthodes, des outils pour concilier durablement qualité de vie au travail et performance. Et nous sommes un réseau de 16 associations régionales et une agence nationale sous tutelle du ministère en charge du travail. Donc, le webinaire de ce jour, une première partie de recontextualisation cette période de rentrée, et puis une partie d'outillage méthodologique pour traiter cette question de comment améliorer les conditions de travail en télétravail, et puis un jeu de questions-réponses. Alors, petit retour sur la période. Rapidement, effectivement, donc rappelez-vous, hein, le télétravail avant la crise, 7%. Petit focus égalité qu'on a l'habitude de faire. Hein. Déjà, à l'époque, on voyait, bien que 50-50 de femmes et d'hommes, on voyait déjà que les profils télétravailleurs, femmes et hommes, étaient légèrement différents, avec des hommes qui étaient plutôt liés à leur activité de travail sur du télétravail occasionnel et sur le télétravail régulier intensif, plusieurs jours, on voyait davantage de femmes en lien avec les enjeux d'articulation des temps. Donc, je vous encourage à aller voir l'étude INSEE sur ce point-là. Et puis, pendant le confinement, alors pour reprendre des termes, hein, au-delà de télétravail exceptionnel, confiné sous contrainte pendant période de pandémie, ce terme de maintien de l'activité à distance en mode dégradé pour répéter, souligner qu'on était bien dans une période bien et des conditions bien particulières, avec également ce focus égalité, 50-50% de femmes et d'hommes parmi les télétravailleurs, mais effectivement des conditions de travail différentes au domicile, puisque 3/4 des femmes n'avaient pas de pièces dédiées sans enfants contre 40% d'hommes. Voilà, aujourd'hui nous sommes en rentrée 2020 et nous pourrions possiblement qualifier cette période de gestion du retour progressif et de la distanciation sociale, avec effectivement le télétravail qui est toujours encouragé avec un protocole sur site qui demande distanciation sociale et port du masque. Petit rappel sur l'étude de l'ANACT dont vous pouvez prendre connaissance, dont un des éléments mentionnait que, eh bien, il y avait un certain nombre, suite à cette période de confinement, qui souhaitaient potentiellement développer le télétravail de manière régulière pour 40% d'entre eux, et puis de manière occasionnelle pour 40% d'entre eux, et certains qui ne souhaitaient pas spécialement développer le télétravail. Donc ces éléments-là, pour vous donner à voir que eh bien, les attentes, les besoins de toutes et tous ne sont pas les mêmes vis-à-vis du télétravail. Suite à différents éléments de diagnostic entre partenaires sociaux, eh bien, nous avons en perspective la négociation au niveau national des partenaires sociaux au mois de novembre 2020. Donc, nous sommes toujours dans une période de retour, de déconfinement, et la situation est toujours dans une période de crise sanitaire, donc potentiellement l'occasion d'effectuer un retour d'expérience. On voit que la problématique qui se détache aujourd'hui est sur une gestion du présentiel distanciel et que d'après les retours que nous avons des entreprises, les configurations sont extrêmement
diverses. Et possiblement, la problématique aujourd'hui, c'est cette gestion du présentiel-distanciel. Présentiel-distanciel pour un travail hybride choisi et non subi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un travail hybride choisi et non subi? Eh bien, là, vous avez plusieurs exemples de entreprises que nous avons pu, avec qui nous avons pu échanger. Donc, le premier cas, eh bien, c'est une entreprise qui, dans cette période de déconfinement, eh bien, a vécu un déménagement. Ça existe, effectivement. C'est pas quelque chose de nécessairement généralisé, mais effectivement, dans certains cas, eh bien, cette entreprise a vu changer ses locaux de manière à ce que les bureaux sont jusqu'à 4 personnes, avec, eh bien, compte tenu de la distanciation sociale, une nécessité de rotation. Et les salariés, effectivement, posent la question des conditions de travail à domicile, qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous, hein, puisqu'au-delà de ce que l'entreprise peut fournir, nous ne sommes pas tous et toutes égaux devant les configurations et domiciles. Et ces salariés-là n'ont pas d'alternative, telle que travail sur site distant ou espace de coworking, par exemple. Donc se pose la question ici des marges de manœuvre de ce qui est choisi et subi par les salariés. Deuxième configuration, eh bien, les salariés souhaitent développer le télétravail, premier retour d'expérience suite au déconfinement, mais semble-t-il, l'accès est encore restreint malgré l'expérience du déconfinement. Donc se pose la question de comment est-ce que nous faisons le bilan et comment de cette période de télétravail exceptionnel confiné et comment nous redéfinissons le cadre et notamment les fameux critères d'éligibilité du télétravail hein, sur les activités, les espaces, au-delà des éléments bien sûr de critères sur les salariés. Et comment effectivement faire en sorte que ce télétravail soit dans de bonnes conditions puisqu'on l'a vu dans l'urgence, les conditions n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Donc, fort de ces enseignements, comment est-ce que l'on met des bonnes conditions de travail au télétravail. Et puis ce dernier cas de figure, depuis le déconfinement, eh bien, les salariés n'ont pas pu retourner au bureau, donc sont en télétravail à 100%, donc on est dans un cas de figure exceptionnel, hein, puisque le principe de volontariat ici n'est pas actionnable dans cette période particulière. Alors, beaucoup souhaitent retourner sur site, retrouver les collègues, et effectivement, le sentiment que les besoins des salariés ne sont pas pris en considération. Donc, cela pose réellement la question de, pendant cette période, comment est-ce qu'on peut faire le retour d'expérience sur ce qui fait difficulté, ce qui fonctionne et ce qui est recherché à la fois à distance et en présentiel. Donc, on est sur un bilan, un retour d'expérience qui tient véritablement les deux bouts du présentiel et du distanciel de manière à réfléchir sur les modalités, la diversité des choix des modalités et dans de bonnes conditions. Alors, pour reprendre les 5 dimensions que nous avions utilisées lors des les précédents webinaires pour donner à voir les problématiques, faire ressortir les problématiques de télétravail à l'époque. Donc aujourd'hui, sur la question des espaces et des lieux, nous sommes bien, comme je viens de le dire, sur comment assurer de bonnes conditions de travail dans les espaces en présentiel et en distanciel, comment permettre une diversité des choix et de leurs usages. Alors pourquoi de leurs usages, c'est-à-dire par exemple, eh bien, ne pas être enfermé dans l'usage du télétravail, par exemple, essentiellement pour des activités requérant de la concentration, et puis du travail sur site pour voir les collègues et être sur des activités de réunion. On pourrait tout à fait imaginer que sur site, on veuille retrouver des conditions de travail pour également au-delà des activités collectives, effectuer des activités individuelles. Sur les questions d'équipement et d'outils numériques, bien sûr se pose la question de comment mettre à disposition et accompagner les salariés aux outils numériques, puisque toutes et tous ne sommes pas égaux devant ces questions du numérique, et puis peut-être aussi regarder, contenir l'exponentiel développement parfois, le terme est un peu fort, mais en tout cas la multiplication d'outils qui, pour certaines fonctions, notamment les fonctions transversales sur plusieurs départements,
peut apporter des éléments de contrainte si effectivement il y a une diversité d'outils et d'usages liés à ces outils. Donc mettre à disposition et accompagner aux outils numériques, aux équipements bien sûr, mais également au matériel ergonomique, de manière à ce que les conditions de travail au domicile soient satisfaisantes. Sur la question de l'organisation du temps et charge, la question se pose de comment outiller le management, bien sûr, pour réguler la charge de travail et éviter le micro-management, c'est-à-dire effectivement la surprescription, le suivi de la tâche au-delà de l'ajustement objectif et moyen, et puis la surveillance accrue ou le reporting accru pour bien vérifier que le salarié travaille en télétravail. Sur la question des pratiques managériales, on a pu voir sur cette période que se pose la question de comment soutenir la diversité des populations au travail, la diversité des salariés, puisqu'il y a une diversité de situations de travail et hors travail et des conditions en télétravail. Donc, comment est-ce qu'on prévient les risques? Comment est-ce que les managers sont outillés pour identifier les signaux faibles de manière à prévenir le risque en considérant la diversité des individus. Et puis sur les questions du rapport au collectif, comment partager un nouveau cadre commun, comment partager peut-être un retour d'expérience, de la nécessité de ce retour d'expérience pour partager un nouveau cadre commun dont les critères d'éligibilité. Tout ce processus-là permettant de maintenir cette cohésion des équipes, télétravailleurs, non télétravailleurs. Ce REX d'ailleurs peut embarquer l'ensemble des populations. Et puis, comme on le disait, veiller à un équilibre présentiel-distanciel, parce qu'on peut faire l'hypothèse que le présentiel reste un lieu de socialisation, de circulation de l'information, d'innovation, mais également de partage par rapport à des métiers qui peuvent aussi évoluer dans la période par rapport à l'intégration de nouvelles pratiques liées au numérique. Actuellement, donc nous sommes dans cette période de retour d'expérience. Néanmoins, nous voyons qu'un certain nombre d'accords ont pu se développer, ont pu paraître tout au long de cette année, et notamment en cette période de déconfinement et de rentrée, donc que nous étudions actuellement, avec potentiellement des accords, des avenants, des accords davantage reliés à la question de la reprise d'activité. Et puis, peut-être des hypothèses quant au contenu de ces accords, avec des accords peut-être qui sont dans dans le fait de contenir le télétravail ou de le structurer, en élargissant les possibles, de le structurer en assouplissant les moyens de recours, et puis des accords qui sont davantage sur cette problématique présentielle et distancielle. Voici quelques éléments d'ores et déjà sur la base des trois dimensions du Triskel qui structure le jeu Les Essentiels Télétravail, dont nous reparlerons plus tard, pour vous parler de ce que nous pouvons, alors ce n'est pas exhaustif, on ne pointe pas les meilleures pratiques, mais quelques verbatims du contenu des accords sur le cadre, sur la méthode, sur les questions de management qui nous semblaient intéressants. Donc, sur la question du cadre, on voit que certains accords pointent qu'effectivement, de nombreux métiers sont apparus davantage télétravaillables qu'ils ne pouvaient l'être précédemment. Certains accords montrent qu'effectivement, il y a un enjeu de plus de souplesse, plus de flexibilité du cadre. Certains accords ne donnent pas lieu nécessairement, ne mentionnent pas nécessairement l'avenant au contrat de travail du salarié, puisque, rappelons-le, depuis les ordonnances, l'avenant n'est plus obligatoire, mais effectivement, cette pratique perdure encore aussi, ce qui peut avoir aussi son intérêt. Mais on voit ici qu'il y a une souplesse par rapport à ce point-là. L'accord qui précise que celui-ci ne couvrant pas tous les cas de figure, et ça c'est très intéressant et important de le noter, puisqu'effectivement, au-delà du cadre de l'entreprise, il peut y avoir des spécificités au niveau des départements, des services
au regard de l'activité de travail, il est possible pour le salarié d'aller au-delà avec bien sûr une appréciation avec le manager de la fonction RH. Sur la méthode, on voit qu'il y a des accords qui effectuent une enquête. Alors ici, on voit que les questions ont été préparées avec les organisations représentatives des collaborateurs et avec des groupes de travail des managers. Certains accords mentionnent des indicateurs de suivi concernant le nombre de télétravailleurs et leur identité. Intéressant de pouvoir effectuer cette analyse par genre, par statut, manager, managé, établissement, direction, âge, comptabilisation du nombre de jours fixes et variables, etc. Et puis des temporalités, des accords qui mentionnent des temporalités de révision de cet accord, ce qui est tout à fait intéressant. Alors là, on a l'exemple de 2 ans, mais ça pourrait être quelque chose d'annuel, par exemple. Sur les questions de management et de prévention des risques, donc intéressant de voir qu'ici, le document unique est prévu d'être mis à jour pour intégrer les nouveaux risques. Et puis, on voit que également certaines populations, au-delà du fait que le télétravail soit une modalité organisationnelle, que certains salariés, les salariés enceintes, les salariés en situation de handicap, les seniors, ont des mesures particulières de manière à pouvoir mobiliser de manière plus flexible le télétravail. Autre élément, donc sur les 5 dimensions, pour vous donner à voir également quelques pratiques. Donc sur la question des espaces et des lieux, on note cet accord sans préciser de manière concrète, mais que les espaces de travail doivent être propices à la concentration et la réalisation des activités et garantir la sécurité. Bien, ça c'est effectivement un principe d'intérêt, à voir concrètement ce qui peut être mis en place. Les parties ont la volonté de travailler sur l'organisation en améliorant les environnements de travail existants. Donc ça, c'est un élément aussi intéressant sur site. En cas de retour à des tiers-lieux externes, eh bien, les entreprises, certaines, prennent des mesures, par exemple ici, la prise en compte des conditions de restauration en prenant en charge eh bien, une ligne sur ces aspects-là. Équipements et outils, par exemple ici, on a, pour favoriser le droit des connexions, clairement une entreprise qui demande dans les mails de faire mention, noir sur blanc, si vous recevez ce message en dehors de vos horaires de travail ou durant vos temps de repos, vous n'êtes pas tenu d'y répondre, sauf en cas d'urgence et ou sujet d'une importance exceptionnelle. Donc c'est intéressant de noter cela pour éviter, notamment parmi d'autres pratiques, le présentéisme numérique et l'injonction d'être disponible au bout du clic à distance avec ces outils. Dans les charges de travail, eh bien l'entretien annuel, par exemple, qui bien sûr était dans le cadre légal déjà, mais de le rappeler qu'il porte effectivement sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail. Donc on est bien sur ces 2 éléments, ainsi que le maintien du bon équilibre vie pro, vie perso. Sur les pratiques managériales, on rappelle qu'il est fondé sur le volontariat. Donc, il ne s'agit pas de contraindre à travailler à distance s'il ne le demande pas. Donc, c'est un principe, mais effectivement, certaines entreprises insistent sur ce point-là. Le télétravail ne saurait être un outil permettant de pallier les difficultés et conflits d'organisation du travail ou de conditions de travail. C'est intéressant de montrer que le télétravail n'est pas une manière de sous-traiter ou de mettre à distance des problématiques qui doivent être traitées par ailleurs. Le rapport au collectif, donc une insistance sur cette question de préservation du lien social par cet équilibre distanciel présentiel, bien sûr. Le retour d'expérience permet aussi de jauger selon l'activité de l'entreprise quels sont les besoins réels des salariés par rapport à ces éléments-là. Mais là, on voit qu'effectivement, le distanciel ne doit en aucun cas supplanter le présentiel. Et puis, une autre entreprise qui mentionne le télétravail ne doit en aucun cas devenir le principe de l'organisation du travail, c'est-à-dire le principe unique. Donc voilà, à titre illustratif, quelques éléments relatifs à des accords qui sont parus depuis l'été, donc post-confinement. Donc pour transitionner vers la deuxième partie d'outillage et de méthodologie, simplement vous rappeler que les outils et méthodes de l'ANACT
sur le télétravail vise à déplacer le curseur et aller plutôt en haut à droite de ce schéma, c'est-à-dire de sortir du en bas à gauche, donc une approche individuelle et sociale, c'est-à-dire une gestion au cas par cas du télétravail et avec une orientation plutôt orientée sociale pour des questions d'articulation des temps, de handicap, etc. Mais de bien sûr garder ces éléments-là tout en progressant vers une approche collective, donc notamment en effectuant ce retour d'expérience et en amendant le cadre dans le cadre de l'accord ou de la charte pour que cette modalité-là soit davantage intégrée de manière organisationnelle, tout en gardant bien sûr le choix des différentes parties d'utiliser cette modalité-là parmi d'autres, le télétravail étant bien sûr une modalité parmi d'autres organisations du travail. Donc, avant d'effectuer un petit sondage auprès de vous, savoir où est-ce que vous en êtes, le Triskel, pour réinsister sur le fait qu'aujourd'hui, on est véritablement sur un intérêt d'un retour d'expérience sur les besoins des collaborateurs, mais également des besoins et des usages, hein, en distanciel et en présentiel. Qu'est-ce que l'on souhaite par rapport à nos besoins pouvoir voir évoluer à distance et en présence, de l'intérêt d'expérimenter de nouvelles modalités de travail, et puis de l'intérêt d'amender les chartes et les accords. Donc voilà pour cette première partie de contextualisation, et je passe la parole à mon collègue Édouard Robin. Merci Karine. Avant de rentrer dans la méthodologie, on va vous donner la parole sur deux points sur lesquels on aimerait avoir un peu votre avis et vos impressions. La première question, est-ce que suite aux périodes qu'on vient de traverser, est-ce que vous avez déjà fait un retour d'expérience, ou est-ce que vous envisagez de le faire concernant particulièrement les pratiques de télétravail, ou plus généralement les situations qui se sont passées depuis le début de la crise sanitaire. Est-ce que donc la question est ouverte? Vous pouvez cliquer en répondant dans le petit onglet sondage qui apparaît en haut. C'est en cours de chargement. Et donc vous avez vu, Karine a évoqué un certain nombre de fois la question du retour d'expérience. Ça va être un de nos mots-clés un peu pour cette approche du télétravail qu'on va vous proposer aujourd'hui. Alors, je laisse les réponses se charger pendant ce temps-là. Et en attendant que les réponses arrivent, je vais répondre à deux petites questions. Une première question qui est intégrée, qui est apparue dans le chat, la question d'Adrien sur comment intégrer les risques liés au télétravail dans le document unique. La logique est finalement la même que dans le document unique habituellement, c'est-à-dire l'évaluation des risques par unité de travail, sachant que le télétravail peut évidemment concerner plusieurs unités de travail, donc plusieurs catégories de salariés qui sont exposés aux mêmes risques. Et en attendant, les risques liés au télétravail doivent être aussi évalués. Alors, certes intégrés au document unique, en les évaluant déjà en quantifiant le nombre de personnes concernées, évidemment en identifiant les mesures de prévention, sachant que le télétravail est à la fois potentiellement une mesure de prévention des risques liés au déplacement notamment, et aussi un mode d'organisation qui va engendrer certains risques, on l'a vu, certains risques liés à l'isolement, liés aux relations avec le collectif ou liés à l'installation des conditions de travail. Mais pour l'évaluation du risque lié au télétravail, on prendra les méthodologies dont on a l'habitude. Concernant... alors, je vais voir où on est le sondage. Je regarde des questions. C'est en cours de chargement. Parce qu'il faut qu'il nous reste du temps pour la suite. Alors, on continue. Concernant la deuxième question, qui était le télétravail est fondé sur le volontariat, certes, mais le retour dans les contextes sanitaires. Alors, en cas de pandémie, le volontariat et la question du volontariat est un peu abolie, on va dire, ou suspendue. C'est au chef d'entreprise, à la direction d'entreprise d'acter
la mise en télétravail ou non, et de même pour le retour. Et ce qui se passe dans les entreprises qu'on voit, c'est la mise en place de discussions et de négociations sur les retours en entreprise. Alors, je vous propose, le temps que ça charge, les questions, répondre à la question suivante qui est ouverte. Alors, apparemment, mon collègue Édouard Robin a été déconnecté. Donc, ce qui ne vous empêche pas, a priori, de répondre aux questions 1 et question 2. Non, voilà. Merci Karine, disparu. En attendant les réponses aux questions, donc la première sur le REX, la deuxième sur est-ce que vous avez prévu de revoir votre accord ou votre charte sur le télétravail. Je vous propose qu'on avance sur les slides en attendant que les sondages arrivent. Alors, la méthodologie qu'on va vous proposer aujourd'hui sur la mise en place du télétravail, elle s'inspire évidemment de ce qu'on a proposé sur le kit associé télétravail et qualité de vie au travail, et aussi sur les outils qu'on a proposés, les essentiels télétravail. La philosophie, donc l'a dit Karine, c'est essentiellement à partir d'un retour d'expérience dans le cadre d'un projet paritaire, comment on peut à la fois tirer les enseignements de ce qui s'est passé, expérimenter les nouvelles formes et évaluer au fil de l'eau pour enfin formaliser dans un nouveau cadre, un cadre qui correspond plus aux contraintes et aux besoins d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse le petit synoptique. Avant de se lancer dans une telle démarche, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de transformation d'entreprise, évidemment, important d'avoir en tête comment on va communiquer sur ce projet, sur le télétravail en général, pour revenir sur les a priori qu'il peut y avoir, notamment a priori plutôt négatifs, que ce soit au niveau des salariés, des managers ou aussi des IRP, communiquer sur la démarche qui va être mise en place, communiquer sur qui va participer, communiquer aussi avec l'encadrement, et bien sûr en associant les partenaires du dialogue social pour mener à bien cette démarche. Alors, quelques étapes de la démarche. Première étape, le retour d'expérience, qui va nous servir à tirer les enseignements de la situation vécue, reconnaître ce qui a été fait. On l'a vu notamment pendant la période de confinement, l'importance de reconnaître la mobilisation des salariés dans le cadre du télétravail, les efforts qui sont fournis pour maintenir une activité et à flot et l'engagement de tous. Et la vocation de ce retour d'expérience, c'est aussi d'anticiper d'autres situations, pas forcément identiques, mais en tout cas d'apprentissage de gestion de crise. Les conditions pour que ce soit efficace, il faut qu'il soit paritaire, c'est-à-dire associer des partenaires sociaux, pour aussi s'inscrire dans le cadre de la prévention des risques, notamment on l'a vu avec le document unique, et aussi participatif, puisqu'il doit reposer sur l'expérience des salariés. Comment on mène un retour d'expérience? L'idée, c'est de fournir un cadre sécurisant pour faciliter les échanges, notamment par un tiers extérieur pour animer, pour faciliter la libération de la parole, mais aussi en fixant un périmètre restreint et pour cibler sur le télétravail. Alors, pour cibler l'objet de ce retour d'expérience, on va effectivement se focaliser sur, si ça marche, sur les 5 dimensions dont on a parlé. Hop là, ça va trop vite. C'est-à-dire les espaces de travail, les équipements et outils numériques, le rapport au collectif, les pratiques managériales sont autant d'objets sur lesquels on va pouvoir faire un REX. Alors, on peut aussi effectivement animer le retour d'expérience avec le jeu de cartes Les Essentiels, dont on a déjà pu parler en webinaire, et je vous invite à aller voir aussi sur le site de l'ANACT la présentation de ce jeu, mais un jeu qui consiste à animer des discussions autour de 41 thèmes du télétravail, autour de cadres et des moyens, du management et des méthodes. Et collectivement, à classer les items satisfaisants, à améliorer, ou qui permettent finalement d'élaborer un plan d'action et un premier tour d'évaluation. Alors, donc ça, c'est pour le retour d'expérience et les outils pour l'animer. Peut-être juste, Édouard, une petite... alors, je me permets de rebondir sur une question qu'il y avait d'un internaute sur « Avez-vous
des questionnaires pour évaluer les risques du télétravail. Alors, ce que l'on préconise, alors bien sûr, il y a un certain nombre de risques qui sont identifiés et que vous pouvez retrouver pour cela la fiche risque du télétravail dans le kit. Mais ce qui est préconisé, vous le voyez sur cette slide, c'est bien de pouvoir alors non, ah mince, je me suis trompée, c'est une slide qui la slide oui, avant celle-ci. Voilà, c'est-à-dire de bien pouvoir faire en sorte que les salariés puissent à la fois en distanciel et en présentiel pouvoir s'exprimer sur ce qui fait difficulté, ce qui fonctionne et ce qui est recherché, à la fois en distanciel et en présentiel, et éventuellement sur ces 5 dimensions, de manière à pouvoir ressortir des éléments liés au risque professionnel, sachant que ces risques peuvent être donnés également à titre illustratif. Alors, sur le REX, effectivement, on voit que vous êtes 72% à avoir répondu qu'il est prévu ou il est envisagé de le faire. Donc, effectivement, on voit l'importance de prendre le temps de se poser des questions sur ce qui s'est passé et comment on a travaillé pendant les périodes difficiles. Et j'anticipe un peu sur la suite. 78% d'entre vous ont prévu de revoir leur accord ou leur charte. Et on va voir effectivement que la méthodologie permet de recueillir un certain nombre d'éléments importants pour renégocier les textes qui encadrent le télétravail dans l'entreprise. Alors, donc je reviens à mon déroulé. Donc, organiser un REX avec les outils qu'on vous proposer. L'idée de ce retour d'expérience, c'est aussi de pouvoir définir peut-être une nouvelle forme du télétravail à expérimenter. On aura essayé d'identifier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on veut continuer comme une pratique ou ce qu'on veut éviter. Et finalement, on va rentrer dans une logique d'expérimentation d'une forme d'organisation du télétravail adaptée. Alors, comme toute expérimentation, il est important de la définir sur un périmètre, sur une période donnée, et important qu'elle concerne à la fois les télétravailleurs et les non-télétravailleurs, pour bien considérer le télétravail comme un mode d'organisation du travail et pas comme juste une condition pour quelques-uns. Donc là, vous êtes invité à préciser effectivement qu'est-ce qu'on va expérimenter, qui va être en télétravail, quelles activités, comment, à quelle fréquence, combien, etc. Je vous invite à consulter le kit de l'ANAC sur le télétravail pour préciser un peu les éléments sur l'organisation expérimentée. Mais on aura configuré ainsi une forme d'organisation expérimentée. Qui dit expérimentation dit aussi évaluation. Évaluation au fil de l'eau, évaluation par les salariés et évidemment évaluation qui permet de partager collectivement les expériences vécues. Alors, qui va concerner les gens en télétravail et sur site. C'est pour ça qu'on a un peu adapté nos outils en proposant une forme à adapter aussi au contexte de chacun, une forme de carnet de bord qui permet de suivre un peu qu'est-ce qui se passe en télétravail, quelles contraintes j'ai pour réaliser mon activité en télétravail, quelles contraintes j'ai pour la réaliser sur site, quelles ressources sont à ma disposition aussi pour la réaliser en télétravail sur site, et un peu partager sur le vécu, qu'est-ce que ça fait en termes positifs ou négatifs, et effectivement identifier les suggestions d'amélioration. Carnet de bord est un outil avant tout individuel, mais qui vient aussi nourrir les réflexions collectives en équipe ou en CHSCT ou en CSE pour venir nourrir les réflexions de l'organisation d'un nouveau télétravail adapté ou amendé. Donc, à partir de cette évaluation et de cette expérimentation, l'idée, c'est encore une fois de sortir sur un plan d'action qui va nous permettre de mettre en œuvre les améliorations évoquées par les salariés dans les groupes de travail ou dans les carnets de bord, donc qui va, par exemple, s'appuyer sur les 5 dimensions dont on a parlé tout à l'heure, les lieux et les espaces, le temps de travail, le collectif, le management. Donc, des actions qui peuvent être de la formation, de l'aménagement, de l'équipement, mais aussi l'organisation de réunions collectives, la sanctuarisation de certains jours, par exemple, la formation à certains outils numériques ou du tutorat à distance, par exemple. Et puis, on a évoqué dans les questions, c'est aussi formaliser donc le cadre. Donc, et ça va passer par l'amélioration de la charte ou de l'accord après une période effectivement de plusieurs semaines ou plusieurs mois qui auront permis de valider les éléments qu'on a envie d'encadrer. Donc, on voit effectivement que
Le 78% d'entre vous ont prévu de réviser les accords et les chartes. On vous a remis rapidement qu'au-delà du cadre légal, les éléments de la charte visent à effectivement encadrer les critères d'éligibilité, les critères d'identification des équipements, la mise en œuvre du télétravail au quotidien et également important le suivi du télétravail, que ce soit un suivi pour les collaborateurs ou un suivi aussi plus collectif des pratiques de télétravail. Voilà, alors avant de passer à la suite, quelques questions à prendre au fil de l'eau qui sont apparues. Alors effectivement, sur la fonction publique, les spécificités, on aura un webinaire dédié dans les jours à venir sur cette question-là. Donc je vous invite à venir spécifier, sauf si Karine, tu as quelques mots à avancer là-dessus. Ah, tu as coupé ton micro, Karine. Le cadre en termes de la fonction publique par rapport au secteur privé s'est fortement rapproché depuis les derniers décrets, mais effectivement, on s'est aperçu que, tout comme dans le secteur privé, la mise au télétravail s'est faite fortement dans l'urgence avec voilà, les équipements, les conditions de travail qui n'étaient pas nécessairement au rendez-vous. Donc, le retour d'expérience qui est également aussi d'intérêt dans le secteur public et dans le secteur privé, avec effectivement des marges de manœuvre qui sont peut-être différentes, mais selon toute structure. On voit que les configurations ont été très diverses et la manière d'accueillir les amendements au cadre sont aussi tout à fait diverses et variées. Mais également, effectivement, je vous invite pour approfondir cette question-là, participer au webinaire dédié. Alors, je reviens sur la question d'Aurélie sur l'entreprise doit-elle contribuer à l'aménagement des postes de travail pour les télétravailleurs? Et une deuxième question, la période de Covid était peut-être vraiment être considérée comme du télétravail occasionnel, tant qu'il n'y a pas d'accord ou de charte dans l'entreprise. Effectivement, la période du Covid de mars à mai est pour nous une période exceptionnelle et qui ne constitue pas un télétravail, on va dire, dans le cadre régulier. L'enjeu maintenant est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé pour, dans le cadre d'un retour à un télétravail, on va dire, normal, c'est-à-dire aussi qui permet le retour sur site, où là, effectivement, on va devoir repenser les cadres. Alors, si la contribution de l'aménagement des postes, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des textes négociés, que ce soit un accord ou une charte unilatérale, pour fixer les règles. Pour l'instant, la définition de l'engagement des entreprises sur les moyens à mettre à disposition se joue dans les accords et les règles ne sont pas définies au-delà. Donc, c'est le fruit de la négociation au sein des entreprises. Alors, je pense qu'on a également répondu à la question de Clémentine sur est-ce que dois-je réaliser une charte ou un accord même si les salariés souhaitent conserver un télétravail flexible sans jour fixe. Ça peut être l'objet justement de l'accord ou de la charte de préciser que les jours peuvent être flexibles et sans jour fixe. C'est d'autant plus important de fixer les règles quand c'est flexible pour préciser comment ces jours sont flexibles, comment on signale ces jours, comment on informe les managers et le reste de l'équipe et aussi tirer un peu l'expérimentation, par exemple, les enseignements sur quel mode de fonctionnement on est sur, on peut permettre de mettre dans l'accord ou dans la charte. L'accord n'a pas nécessairement vocation à fixer tel jour ou tel jour pour tel type de salarié. Alors, je prends les questions à la volée. Une question, bonjour, vous avez indiqué en début de séance qu'il n'y a pas besoin d'avenant au contrat de travail. Ben oui, effectivement, depuis les ordonnances, l'avenant n'est plus obligatoire. Donc, il est possible de négocier un accord ou une charte. Voilà ce que disent les textes. Mais le télétravail peut être mis en place par tout moyen, entre le salarié et le manager aussi. Donc, il y a différentes possibilités de cadre. Et puis,
des ajustements de ce cadre. C'est ce que proposent les ordonnances. Alors, dans ce contexte, comme vous l'avez compris, nous préconisons un retour d'expérience de manière à mettre en place un cadre qui soit partagé. Donc, c'est véritablement un objet intermédiaire pour se mettre d'accord sur des conditions collectives et individuelles, tout en laissant les marges de manœuvre de régulation entre le salarié et le manager. Alors, la question de Nadine, nous avons mis en place un baromètre social sous la forme de micro-enquête. Cette action peut-elle être considérée comme un REX? Alors, vous avez vu, le REX, on l'a présenté assez rapidement. Il a vocation à être aussi mené avec les salariés. On a vu beaucoup d'entreprises mettre en place des baromètres ou des questionnaires en ligne, qui sont des éléments, à notre sens, importants pour avoir une remontée d'informations et un échange d'informations entre direction et salariés. L'intérêt d'un REX plus mené auprès des salariés, on va dire dans une approche plus qualitative que quantitative, c'est aussi de recueillir d'autres types de matériaux au-delà du questionnaire. Donc pour nous, c'est des approches complémentaires où les informations ne sont pas forcément les mêmes. Mais c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont mis en place des questionnaires pendant la période et encore maintenant, qui fournissent un certain nombre d'indicateurs chiffrés qui permettent aussi d'objectiver un certain nombre de situations. Le REX peut se faire pas forcément pour toute l'entreprise, mais peut se faire aussi au niveau d'une équipe ou d'un département pour entrer un peu plus dans le détail de certaines pratiques et de certaines difficultés qui ont pu être rencontrées et que des indicateurs chiffrés ne permettraient pas de rendre compte. Oui, pour compléter ce que dit Édouard, effectivement, concernant les questionnaires, on n'a pas nécessairement besoin d'un questionnaire extrêmement détaillé, hein, mais simplement de manière à pouvoir recueillir la diversité des besoins et des usages par rapport aux espaces. Et puis, les essentiels télétravail, c'est un moyen de pouvoir effectuer ce retour d'expérience en CSE, en intermanager, au sein des équipes, qui balaye l'ensemble des dimensions relatives au télétravail et qui permet au-delà d'animer le retour d'expérience, de commencer à brosser un plan d'action, des pistes d'amélioration, etc. Alors, ah oui, alors la question de l'indemnisation des frais dans les accords, c'est une vraie question, hein, puisqu'effectivement, le cadre aujourd'hui est sur la prise en charge des coûts directs, hein, donc cette définition pose beaucoup de questions et on voit que dans la période de confinement, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été d'accords ou d'avenants qui ont permis effectivement de mentionner la prise en charge d'un certain nombre de frais, hein, mais se pose effectivement la question de, au-delà des frais de téléphone, de connexion Wi-Fi, la question se pose véritablement des moyens qui sont mis à disposition pour que les conditions de travail soient de qualité au domicile. Donc très possiblement, c'est une question qui fera l'objet des échanges au mois de novembre entre partenaires sociaux. Alors, sur la question des conditions de travail à domicile et sur notamment le diagnostic électrique ou l'attestation d'assurance à domicile, effectivement, ça a fait partie des conditions qui sont régulièrement mises en œuvre pour que l'entreprise s'assure, respecte son obligation d'avoir des conditions de travail sécurisées pour le salarié. Concernant la bonne installation, pour répondre à la question de Céline, sur la mise en place du télétravail à domicile, c'est aussi également des choses qui seront à poser dans les accords en lien avec la question de la prévention des risques et du document unique. D'où l'intérêt de le traiter aussi en CHSCT, s'il y en a, ou en CSE, ou aussi en lien avec les services de santé au travail, pour objectiver un certain nombre de situations et en lien avec limiter l'investissement financier sans fin pour l'entreprise, mais aussi pour mettre en place des conditions de travail qui permettent un travail à domicile efficace. La plupart, avant la crise, la plupart des accords prévoyaient l'engagement du collaborateur à avoir
un espace de travail dédié au sein de son domicile qui nous permet de travailler correctement. Le confinement nous a fait travailler dans nos cuisines et a posé un certain nombre de questions sur ces clauses-là qui vont faire l'objet du coup de régulation, notamment dans le cadre de la LNI, je pense. Tout à fait. Ben, on est vraiment sur quels sont les avantages et les inconvénients à télétravailler pour l'entreprise et pour les salariés, hein, réflexion globale, et des moyens qui sont à mettre à disposition pour justement identifier un dispositif entre télétravail exceptionnel, occasionnel, régulier, qui permettent de faire en sorte que voilà, l'entreprise et les salariés s'y retrouvent. Alors, il est midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de mettre en évidence la dernière slide qui vous invite à télécharger le kit télétravail, de vous procurer les essentiels et de découvrir la formation voilà. également, dont on parlera au 4e webinaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors la question de l'assurance. Alors effectivement, voilà, les questions d'assurance, ce sont des éléments qui reviennent régulièrement. Après, d'où l'intérêt des espaces de coworking et de tiers-lieux, hein, notamment, puisque l'accès on ne peut pas obliger un salarié à pouvoir accéder à son domicile, hein, de manière à voir si effectivement les conditions de travail sont au rendez-vous. D'où aussi l'intérêt des tiers-lieux et des espaces de coworking, dont d'ailleurs c'est une question, hein, qui est identifiée dans les échanges entre les partenaires sociaux, et la question se pose aujourd'hui de à quelles conditions télétravailler dans de bonnes conditions en tiers-lieu, puisque effectivement le tiers-lieu a un certain nombre d'intérêts pour le télétravail, hein. Premièrement, puisque toutes et tous n'ont pas les mêmes configurations de travail à domicile, hein, le nombre de mètres carrés, la luminosité, la présence d'enfants, etc. Et le tiers-lieu peut être une bonne aussi alternative par rapport à un travail sur site qui peut être éloigné du domicile, le domicile qui n'a pas nécessairement les conditions adéquates, et puis des enjeux d'articulation des temps qui se trouvent autour du domicile. Donc le tiers-lieu présente un certain nombre d'intérêts dont il s'agit de voir de plus près quels sont les voilà, comment pouvoir y accéder. Et on voit que sur les territoires se développe un certain nombre d'initiatives à ce sujet, notamment des régions qui imaginent de mettre à disposition des dispositifs permettant aux structures, aux entreprises, de pouvoir identifier l'ensemble des tiers-lieux sur un territoire et de pouvoir avoir des facilités d'accès à plusieurs tiers-lieux pour leurs salariés, de manière à pouvoir faciliter la question de la gestion de cette utilisation. On va prendre une dernière question sur le forfait jour qui revient dans le chat, la question sur l'intégration du télétravail dans le cadre des forfaits jours. Alors, est-ce que dans les... Enfin, la mise en œuvre de forfait jour est absolument compatible avec le télétravail sans aucun souci. La question part plus sur l'intégration à l'avenant du forfait jour. Ça fait partie des conditions qui peuvent être négociées dans le cadre des accords dans les populations ciblées. Est-ce que les critères d'éligibilité sont les forfaits jours ou non? Donc, dans ce cadre, il n'y a rien d'incompatible d'un point de vue de l'organisation du travail. La question se pose aussi à prendre en compte sur les règles de droit à la déconnexion et sur les contrôles de temps de travail, et à voir comment on peut articuler forfait jour et règles de déconnexion, notamment entre les temps de connexion successifs. Est-ce que Karine, tu as des compléments là-dessus? Non. Bien. Très bien.
Eh bien, je crois que midi 4, nous espérons que ces éléments vous ont donné, voilà, à la fois de l'outil, de la méthodologie et une actualisation du contexte actuel. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet, notre chaîne Webikeo et l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition. Nous vous invitons à suivre l'ensemble des 4 webinaires. Nous vous souhaitons une bonne continuation. À très vite avec nous. À bientôt.